Mais d'abord, la taxe carbone dans le monde, grandes ambitions, petite réalité. Michael Thébault, un jour dans le monde. C'était le 5 octobre dernier, l'un des plus gros pollueurs de la planète, le Canada, se décidait finalement à ratifier l'accord de Paris conclu au soir de la COP21. Le Premier ministre Justin Trudeau annonçait même l'instauration d'une taxe carbone dès 2018, avec fermeture progressive des centrales électriques qui fonctionnent encore au charbon. Formidable avancée évidemment pour le climat, alors que la Chine, l'Inde et les États-Unis avaient eux aussi déjà ratifié l'accord. Mais depuis, bien sûr, il y a eu la victoire de Donald Trump, le prochain président américain, et sa proximité avec les cartels pétroliers, avec les climato-sceptiques de tout poil. Et depuis, c'est le doute, l'inquiétude, on l'a bien senti d'ailleurs lors de la COP22 à Marrakech. Alors quel avenir pour cette taxe carbone? Peut-on encore y croire? Ou doit-on d'ores et déjà penser à une autre forme de taxe environnementale? Eh bien, on en parle ce soir avec Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ingénieur, consultant, spécialiste de la transition énergétique, professeur à Mines ParisTech et fondateur du cabinet de conseil Carbone 4. J'ai presque tout dit. On va d'abord faire un peu de pédagogie, Jean-Marc Jancovici. La taxe carbone, pour être très clair, c'est quoi, où et quand a-t-elle été inventée et qui est censé la payer? Où et quand a-t-elle été inventée, je ne saurais vous le dire parce qu'il y a plusieurs personnes à qui on peut l'attribuer. Le principe est assez simple. Quand vous émettez des gaz à effet de serre, vous allez causer un dommage futur à quelque chose qui n'appartient à personne, qui est le climat. Il y a une seule manière de vous en empêcher, c'est de vous dire de ne pas le faire. Et il y a deux manières de vous dire de ne pas le faire. C'est soit on vous l'interdit réglementairement, par exemple on vous oblige à acheter une petite voiture, on vous oblige à isoler chez vous, ou bien on dit vous pouvez le faire mais ça va vous coûter tant. Et ça c'est le principe de la taxe carbone. C'est donc une fiscalité, une taxe comme toute fiscalité, et dont l'idée est d'être proportionnelle aux émissions que vous allez occasionner. C'est ça la taxe carbone. Alors moi particulier, en France, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, je suis concerné ou on parle uniquement des industries? Alors toute la question est de savoir à qui on l'applique. Oui. Normalement, on l'applique à toute entité, particulier ou entreprise, qui émet des gaz à effet de serre. Donc je suis par exemple propriétaire d'un immeuble, je suis une foncière. Dans mon immeuble, j'ai une chaudière à gaz. Eh bien, quand la chaudière à gaz fonctionne, eh bien, je vais, moi, le propriétaire de l'immeuble, payer la taxe carbone sur le fonctionnement de la chaudière. C'est un particulier, vous avez une voiture, vous utilisez du pétrole pour la faire avancer, ce qui aujourd'hui est pas bien, puisque c'est pollué. Et à ce moment, on va vous dire, voilà, vous avez émis du CO2 en brûlant du pétrole, vous payez. Vous êtes un industriel, vous êtes par exemple ArcelorMittal, vous avez un haut fourneau qui émet plein de CO2 et on va vous dire pas de problème, mais quand vous coulez quand vous fondez de l'acier, vous faites de l'acier plus exactement, de la fonte, eh bien vous émettez du CO2. Sur chaque tonne de CO2 que vous émettez, on va vous taxer de tant. Donc le principe peut s'appliquer à absolument n'importe qui. Bien évidemment, après, en démocratie, vous avez le jeu classique qui consiste à dire tout le monde sauf moi. Bon alors justement, quels sont les pays qui là aujourd'hui appliquent la taxe carbone ou une taxe carbone, on va dire? Alors, le pays le plus emblématique dans le monde pour ça, c'est la Suède, qui l'a instauré dès 1991, si ma mémoire est correcte, dans le cadre d'une grande réforme fiscale qu'avaient fait les Suédois à un moment où ils avaient eu des gros ennuis, pas à cause du carbone, et ils ont profité de leur grand coup de balai fiscal pour mettre en place cette taxe à un niveau assez élevé puisqu'elle est au-dessus de 100 € la tonne. Elle doit être à 130, si ma mémoire est correcte. La France a une taxe carbone. Alors, vous connaissez cette blague classique, la droite en a rêvé, la gauche l'a fait. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Il y a eu un grand débat en 2009 où Sarkozy a essayé de la faire passer. C'était une des mesures du pacte écologique que j'ai co-rédigé avec Nicolas Hulot. Et Sarkozy, à l'époque, n'a pas réussi à la faire passer, mais Hollande l'a fait passer. Et elle est aujourd'hui, il faut enlever un zéro par rapport aux Suédois. C'est-à-dire, les Suédois sont à 130, nous aujourd'hui on est à 20. Donc c'est le différentiel est énorme. Il y a un grand différentiel. Cela étant, quand vous regardez ce que ça représente, il faut savoir qu'une hausse de $50 le baril pour l'automobiliste, c'est à peu près comme si on met une taxe carbone à 100 € la tonne de CO2 en place. Or, le dollar, il monte et il descend le baril, monte ou descend de $50 assez souvent sur ces dernières années. Ça n'a pas déplacé de manière significative le comportement de mes concitoyens et de moi-même en ce qui concerne la conduite automobile. Donc, il ne faut pas quand même prendre peur. Et c'est un des problèmes avec la taxe carbone, c'est qu'en général, quand on voit des chiffres élevés, tout le monde commence à prendre peur de « oh là là, on va tous mourir ». En fait, non. Il faut quand même comprendre que même des chiffres élevés, ça représente une ponction sur le pouvoir d'achat qui reste très modeste. Et ça, on s'arrêtera précisément sur le prix et puis sur tous les débats qui tournent autour de ce prix. Suède, France, qui d'autre?
Alors après, il y a un certain nombre, je les connais pas tous par cœur, et puis il y a un certain nombre de pays pour lesquels on a l'habitude de parler non pas de taxes mais de prix du carbone, en mélangeant un peu deux systèmes qu'on a aussi en Europe, qui est à la fois un système de fiscalité directe, comme ce que je viens d'évoquer, et un système de fiscalité indirecte qui ne concerne que les entreprises, qui est le fameux système de quotas. Alors, exemple, où ça se passe ça? On en a un historique en Europe, et alors là, on va s'adresser qu'aux gros émetteurs, donc le Arcelor dont je parlais tout à l'heure, ou bien un cimentier, ou bien une centrale électrique au charbon. Et à ce moment, ces gens-là, on va leur donner une autorisation administrative d'émettre. Ça a été les fameux droits, on a rebaptisé ça droit à polluer, mais en fait c'est une autorisation administrative. On leur dit, voilà, dans l'année, vous avez le droit d'émettre tant. Et puis, si vous n'avez pas l'usage de tout ce que vous avez le droit d'émettre, vous pouvez revendre ce qui vous sert à rien à quelqu'un d'autre qui, lui, aura pas eu assez en termes de droits d'émission et donc va avoir besoin de se procurer auprès de quelqu'un d'autre un droit d'émission qu'on lui a pas donné au début. Bon. C'est ça l'idée du système de marché de quotas, c'est que derrière vous avez un marché. En fait, au début vous avez les quotas, puis derrière vous pouvez les échanger. Alors il y a un certain nombre d'autres endroits dans le monde où ce genre de choses a été mis en place. Par exemple, la Colombie-Britannique a mis ça en place. La Chine est en train de mettre ça en place de manière régionale, mais avec un système de prix extrêmement bas, etc. Donc après, tout dépend de la dureté de l'obligation. Si vous donnez très peu de quotas aux gens, c'est-à-dire que vous leur dites l'année prochaine, vous aurez la moitié de ce que vous avez émis l'année dernière, c'est un peu plus contraignant que si vous leur dites, je vais vous donner la même chose, plus 5%. Forcément. Bon, je vous propose, Jean-Marc Jancovici, 3 illustrations concrètes des difficultés à mettre en place une taxe carbone au Canada, ici en Europe, mais d'abord en Australie, où le débat justement très tendu a refait surface cette semaine, puisque le gouvernement libéral australien a annoncé un réexamen de sa politique climatique avec la volonté de faire payer les entreprises du secteur de l'énergie pour leurs émissions de CO2, sauf qu'il a encore une fois dû reculer. À Melbourne, Élodie d'Argenton. Oui, le gouvernement a très vite reculé face aux critiques qui sont venues de son propre camp. Le sénateur Cory Bernardi, notamment, a fait le tour des télés pour dénoncer un suicide économique, l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues, a-t-il dit. Le débat est donc de nouveau refermé. Il n'est plus question de remettre en place une taxe carbone. Alors remettre en place parce que pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, les plus gros pollueurs devaient payer une taxe de 23 $ australiens par tonne carbone. Sauf que ces pollueurs sont très puissants. En Australie, le secteur minier est le moteur de la croissance et les 3/4 de l'électricité sont produits à partir du charbon. Les libéraux affirment régulièrement que ce sont les consommateurs qui sont touchés par la taxe carbone puisqu'ils doivent payer des factures d'électricité plus élevées. La question est si sensible que le Premier ministre Malcolm Turnbull retourne sa veste. Après avoir plaidé dans le passé pour fixer un prix au carbone, il affirme désormais ne jamais avoir été favorable à l'instauration d'une taxe carbone. Quoi qu'il en soit, le gouvernement assure que son contrat sera rempli, qu'il va réduire de 26 à 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005, sans taxe carbone, mais avec son système baptisé Action Directe, un système de subvention accordé aux entreprises et aux agriculteurs qui émettent moins de 100 000 tonnes de CO2 par an. Alors comment recevez-vous, Jean-Marc Jancovici, cet exemple australien, exemple de bonne volonté politique, mais finalement insuffisante? Il y a un grand malentendu en ce qui concerne le changement climatique, c'est qu'on raisonne tous comme si les ennuis étaient indéfiniment pour plus tard. Donc on se dit, en fait, c'est pas très grave que je refuse aujourd'hui quelque chose qui va m'empêcher d'émettre. On verra demain où sera le prochain gouvernement. En fait, c'est pire que ça. C'est si je l'accepte, je pense que ça va me gêner tout de suite. Et si je l'accepte pas, eh bien, le monde va continuer comme avant. Et pendant 35 ans, mes actionnaires vont recevoir de plus en plus d'argent. Je vais embaucher de plus en plus de monde et la croissance va continuer. Or, malheureusement, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. À un moment, si le climat dérive trop par rapport à ce qu'on a trouvé en entrant, c'est-à-dire l'état dans lequel il était en 1850, il va nous le faire payer. Il a déjà commencé. Les sécheresses au Proche-Orient ont un rôle direct dans ce qui est en train de se passer en Syrie. Les sécheresses au Maghreb ont eu un rôle direct dans le déclenchement du printemps arabe. Donc le changement climatique, il est déjà en train de déstabiliser le monde à nos portes. Et l'idée qu'on va pouvoir continuer à mettre plein de CO2 dans l'atmosphère sans ne jamais en payer le prix est une illusion dangereuse. Donc en fait, il faut avoir un raisonnement qui est comment est-ce que je suis incité à faire des efforts? Il se trouve que mon métier est d'être consultant. Je m'adresse aux entreprises. Je ne connais pas une entreprise, je n'en ai jamais rencontré une seule qui innove sans contrainte. Ça n'existe pas. D'accord. Donc l'idée, laissez-moi faire et je vais m'occuper sérieusement tout seul du problème. Mais c'est pas que ça ne marche pas, ça n'existe pas nulle part.
La contrainte peut s'appeler la concurrence, c'est-à-dire les personnes qui font la même chose que vous devez innover. La contrainte peut s'appeler vos clients, qui ont décidé que ça les intéressait plus. La contrainte peut s'appeler l'État. Je vois pas au nom de quoi une entreprise accepterait la contrainte de ses concurrents et de ses clients et jamais la contrainte de la collectivité ou non de je ne sais pas quoi. Donc là, en l'occurrence, la contrainte de monter progressivement le prix du carbone est une contrainte très très douce. Il faut bien comprendre que les disruptions dans le système provenant du changement climatique seront beaucoup plus violentes. Donc en fait, c'est cette asymétrie qui cause le refus, c'est-à-dire que tout le monde se dit si moi je fais pas l'effort, il va rien m'arriver de particulier. Et c'est très très difficile de lutter contre cette idée. Alors, dans le cas de l'Australie, là, on le voit bien, on a un gouvernement plutôt favorable à la protection de l'environnement, à la transition énergétique, etc. Alors imaginons un pays où les dirigeants seraient pro-pétrole, et là vous me voyez venir, Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce qui peut se passer avec Donald Trump à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier ? Je vais répondre en deux temps. La première, c'est qu'en France, on associe très souvent le changement climatique au pétrole. Il faut savoir que dans le monde, la première source d'émissions de CO2, c'est pas le pétrole, c'est le charbon. Les seules centrales à charbon dans le monde sont responsables de 20% des émissions planétaires de gaz à effet de serre, tout gaz confondu, méthane, protoxyde, etc. Les transports mondiaux, c'est 15%. Donc, avant même de parler du pétrole, il faut s'intéresser au charbon. Et ça va faire le lien avec Donald Trump. Parce que Donald Trump a dit qu'il voulait relancer l'exploitation charbonnière aux États-Unis. Sauf que ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'un truc qui s'appelle le prix du gaz. La raison pour laquelle les Américains sont passés du charbon au gaz dans la production électrique, c'est ça essentiellement qui s'est passé aux États-Unis, et c'est ça qui a fait faire faillite aux mines de charbon américaines. C'est plus rentable, voilà. C'est le gaz de schiste. Ouais. Donc en gros, il y a eu une surproduction, il y a toujours une surproduction de gaz aux États-Unis à cause du gaz de schiste. Du coup, le prix du gaz s'est effondré. Du coup, c'est pas rentable de continuer au charbon. Et Obama a volé au secours du succès, et il a eu raison, en faisant passer une réglementation de l'Agence de protection de l'environnement américaine en disant il sera interdit de construire une nouvelle centrale à charbon. En gros, c'était ça que ça disait, sa réglementation. Sauf que personne n'a envie d'en construire aujourd'hui, parce que c'est absolument pas rentable. Donald Trump pourra mettre sa menace, entre guillemets, à exécution, à la condition que le prix du gaz remonte. Et encore une fois, ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'autant moins de lui qu'il a aussi dit qu'il voulait favoriser la production de gaz. Donc il ne peut pas à la fois favoriser la production de gaz et avoir un prix du gaz élevé qui occasionnerait le retour au charbon. Donc Donald Trump, moi j'attends de voir. Ce qui peut faire de nuisible Trump, c'est ne rien faire. Ça, c'est très clair. Mais il faut se rappeler qu'aux États-Unis, les pouvoirs du président sont considérablement plus limités en termes de politique intérieure. Une force incroyable. Que ça n'est le cas en France. Je veux dire, le président, il maîtrise pas l'agenda parlementaire, il maîtrise pas, il maîtrise pas grand-chose. Plutôt rassurant ce que vous nous dites finalement par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis l'élection de Trump. On passe de l'autre côté de la frontière, direction le Canada précisément, où a donc été annoncée la mise en place d'une taxe carbone dans plusieurs provinces du pays, et notamment dans l'Ouest. Bonjour Pascal Guéricolas, en direct de Montréal. Bonjour Michael. Alors comment les Canadiens accueillent-ils cet impôt pollution, puisqu'on dit ça chez vous Pascal ? En Alberta, la province productrice de pétrole, une partie des citoyens a très mal réagi à l'idée de devoir payer un peu plus leur plein ou leur facture de chauffage. Une manifestation pour s'opposer à la taxe sur le carbone a même eu lieu samedi. Le prix fixé pour chaque tonne de gaz carbonique reste pourtant très modeste la première année. Le gouvernement a prévu d'utiliser les sommes recueillies en partie pour aider les PME à faire face à la concurrence et aussi pour baisser les impôts des Albertains touchés de plein fouet par le chômage. D'autres provinces, comme le Québec et l'Ontario dans l'Est, n'ont pas attendu pour limiter les émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement central leur force la main. Déjà, les deux provinces participent à un marché des échanges et à une bourse du carbone avec la Californie. Les entreprises doivent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Celles qui n'y parviennent pas achètent des permis dont le prix varie selon les enchères entre entreprises polluantes et entreprises exemplaires. Les sommes amassées permettent ensuite de faciliter la transition énergétique vers les ressources renouvelables. Bon, est-ce que ces différentes mesures vont permettre au Canada de respecter les engagements pris à Paris lors de la COP21 ? En 2015, le Canada a promis de baisser ses émissions polluantes de 30% d'ici 2030. Un objectif plutôt modeste parce que l'année de référence est 2005, une période où la pollution au gaz carbonique était déjà élevée. Malgré tout, les environnementalistes doutent que le Canada parvienne à réduire significativement ses gaz à effet de serre dans un futur proche. Côté positif, c'est vrai, le gouvernement a annoncé la fermeture de plusieurs centrales à charbon.
Côté négatif, par contre, l'industrie pétrolière prévoit augmenter sa production. Le pouvoir central vient en effet d'autoriser la construction d'oléoducs pour faciliter l'exportation de sable bitumineux vers le port de Vancouver dans l'extrême ouest du pays. Le prix du pétrole risque donc de devenir plus intéressant pour les producteurs qui visent les marchés asiatiques. Par contre, cette énergie très polluante à produire pourrait annuler l'effet des réductions de gaz à effet de serre liées à l'arrêt d'utilisation des centrales à charbon. Pascal Guéricola, correspondant de France Inter à Montréal. Jean-Marc Jancovici, pendant le petit papier de Pascal, on vous sentait comme ça, pas d'accord, on va dire. Oui, toujours une affaire de prix. Le coût de production d'un baril de pétrole à partir des sables bitumineux dans l'Alberta se promène quelque part entre 60 et plus de $100, le coût de production par baril. Avec un baril de pétrole aujourd'hui à $50 dans le monde, il n'y a pas un nouveau projet qui se développera, et c'est une très bonne chose, soit dit en passant. Mais il n'y en a pas un nouveau. C'est pas le fait de construire un oléoduc qui va changer quoi que ce soit. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que il y a eu un incendie à Fort McMurray il y a quelques mois, vous vous en souvenez probablement. En fait, c'était en mai de l'année dernière, sauf erreur de ma part. J'ai regardé quelles étaient les températures au Canada juste avant le déclenchement de l'incendie, au mois de mai. Le Canada est quand même pas un pays très très chaud, normalement en mai, ça dépassait les 30 degrés. Vous savez qu'en ce moment, près du cercle polaire, on dépasse de 20 degrés les normales. Le 1er janvier 2016, il ne gelait pas au pôle Nord. Bon. C'est assez amusant que les Canadiens, qui sont quand même en train de regarder grandeur nature, ce qui est en train de se passer chez eux, dont une partie de la forêt est en train de dépérir ou a déjà dépéri à cause d'insectes ravageurs qui sont favorisés par le réchauffement, disent qu'ils ne sont pas d'accord pour prendre leur part à l'effort de quelque chose qui doit juste sauver une partie de leur forêt et très accessoirement d'autres choses dans leur pays. C'est à nouveau, on est schizophrène dans cette histoire. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, on va se dire faut sauver l'environnement, et à 9h, on est contre le fait de contribuer à l'effort. La contribution à l'effort de la taxe carbone, elle a un inconvénient dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'elle dit le prix. Alors qu'il y a d'autres moyens d'obliger les gens à agir qui ne disent pas le prix et en fait qui sont plus efficaces. Mais j'aimerais justement qu'on parle de prix, Jean-Marc Jancovici. Pourquoi ne réussit-on pas à se mettre d'accord sur un prix plancher, un prix plafond, le même pour tous, pour la tonne de CO2 ? Parce que justement, ça vous permet de savoir ce que vous allez payer. Donc si je vous oblige à acheter une plus petite voiture par rapport à celle que vous avez aujourd'hui, vous ne savez pas faire un rapide calcul très simple de ce que ça vous coûte. Vous comprenez juste que je vous ai obligé à faire quelque chose. Pas faux. D'accord ? En fait, si j'explicite le prix du carbone qui est associé à cette mesure, je vais trouver des prix de quelques centaines ou quelques milliers d'euros la tonne. Mais sauf que personne ne va faire le calcul, donc vous serez bon citoyen, vous achèterez une plus petite voiture. Si je rends le prix explicite, c'est-à-dire je vous dis, vous avez le droit d'acheter la voiture que vous voulez, mais juste vous allez payer 500 € la tonne de carbone, vous allez me sauter dessus, m'étrangler, m'écharper, etc., parce que je vous ai dit le prix. Et en fait, la raison pour laquelle la taxe carbone s'abute, j'ai fini par comprendre ça, je suis un peu lent à mon âge, mais j'ai fini par comprendre ça alors que j'ai été un grand prosélyte de la taxe, je suis toujours, mais je pense que ça ne marchera pas à cause de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que quand vous nommez la peine, vous dites combien, du coup les gens refusent. Alors que si vous ne nommez pas la peine, c'est-à-dire vous dites il est obligatoire de faire ceci ou de faire cela, eh bien les gens ne calculent pas le prix implicite qui est associé à ça, et du coup ça marche. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas. C'est la nature humaine. On va s'arrêter, Jean-Marc Jancovici, sur le continent européen, savoir quelle est la politique européenne en la matière. Bonsoir Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Bon, alors précisément, Quentin, quelle est la ligne de l'UE, s'il y en a une ? Oui, effectivement, poser la question comme ça, c'est y répondre. En dépit de nombreuses tentatives, la ligne reste ici plutôt floue, sinueuse et incomplète. Chronologiquement, la première des convenues, d'ailleurs Jean-Marc Jancovici y a fait allusion tout à l'heure, la première des convenues aura été celle du marché du carbone destiné à pénaliser financièrement les industries polluantes. Problème, le lancement en aura été complètement raté, puisqu'en pensant bien faire, et en quelque sorte pour amorcer la pompe, un nombre de permis de polluer bien trop important a été distribué, et de ce fait, le marché a mis de longues années à décoller. Encore reste-t-il aujourd'hui très atone, même s'ils couvront, bon an, mal an, dit-on, 45% des émissions industrielles de dioxyde de carbone dans l'UE. Dans ce domaine,
on constate tristement que plus il est fait mention dans les discours officiels de lutte contre les émissions, moins on en voit dans les faits la réalisation efficace. C'est que les pays membres sont d'accord sur les objectifs de réduction, mais chacun préfère en fait que ce soit l'industrie du voisin qui en fasse les frais. À peine fixés, les objectifs de réduction sont contestés et paraissent rapidement hors de portée par la spécificité et le peu d'ampleur des moyens mis en œuvre. Bon alors dans ce contexte, Quentin, quels sont les pays locomotives et à contrario les derniers wagons ? Eh bien, comme on s'en doute, les locomotives qui ne fonctionnent pas au charbon, d'ailleurs, sont dans le nord de l'Europe. Le précurseur, on l'a dit tout à l'heure, c'est la Suède, qui applique sa taxe carbone nationale depuis plus de 25 ans, suivie par ses voisins finlandais et danois, et dans un deuxième temps, surprise par le Royaume-Uni et la Slovénie. Et puis, il y a la génération des années 2010, dont l'Irlande et la France. Quant aux wagons de queue, ils brinque-ballent dans le sud de l'UE, et ce ne sont pas nécessairement les plus grands qui se montrent les moins allants. Et puis, il y a le cas particulier de la Pologne, qui continue à promouvoir contre vents et marées les vertus supposées du charbon dont ce pays conserve évidemment encore d'importantes réserves. En 2 mots, Quentin, et pour finir, les objectifs de l'Union européenne pour 2020 ? Eh bien, ce sont ou ce ne sont que des objectifs dits 20-20-20. En 2020, dans l'Union européenne, la consommation d'énergie devra avoir baissé de 20% par rapport aux chiffres de 1990. Les énergies renouvelables devront représenter 20% de la consommation totale et l'efficacité énergétique devra avoir progressé de, devinez, 20%. Mais les spécialistes ici tiennent déjà ces ambitions, d'ailleurs relativement modestes, pour irréalisables. Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci beaucoup. Irréalisable, Jean-Marc Jancovici. On a, en ce qui concerne l'Europe, essayé d'utiliser le seul chausse-pied qu'on avait à disposition. L'Europe n'a pas de compétences en matière fiscale. La fiscalité reste du domaine des États. Donc une taxe carbone européenne, c'est pas possible. Donc l'Europe a fait la seule chose qu'elle sait faire, c'est réglementer les quantités, parce que ça, elle a le droit de prendre des décisions à la majorité qualifiée, alors que prendre des décisions fiscales, c'est l'unanimité. C'est la raison pour laquelle l'Europe a mis en place un marché, outre le fait que l'Europe est d'inspiration très libérale, on va dire très instrument de marché d'une manière générale. Et l'Europe ne sait pas se dire que la croissance se terminera un jour. Donc l'Europe raisonne toujours en croissance perpétuelle. Et ce qui s'est passé à ce moment, c'est qu'au moment où on a mis en place les autorisations d'émettre... changer de logiciel, quoi. Oui, on a mis en place des autorisations d'émettre en disant les industriels vont produire de plus en plus, toujours forever. Donc au moment où on leur donne les premières allocations, on tient compte du fait qu'ils vont faire plus d'acier, plus de ciment, plus etc., puisque c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Patatras, arrive la crise de Lehman Brothers, la production industrielle européenne commence à descendre. En fait, c'est une contraction énergétique subie en Europe qui est à l'origine de ça. Et du coup, ils émettent pas plus, ils émettent moins. Donc effectivement, on se retrouve suralloué avec un prix de marché qui s'est cassé la figure. Au She Project, on a milité pour un prix de réserve, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'acheter une tonne en dessous de tel prix et faire monter ce prix dans le temps. Ce qui revient à transformer ça en quasi-taxe. Et à Bruxelles, on nous a dit non, le marché marche très bien. Une dernière question, Jean-Marc Jancovici, réponse en 1 minute. On a compris grâce à vous que la taxe carbone n'est pas la panacée. Quel autre type de taxe pourrait-on mettre en place pour aller davantage vers une économie dite bas carbone ? Il faut réglementer en fait. Aujourd'hui, il faut alors deux choses qui vont faire un peu froid dans le dos. Les 2 degrés de l'accord de Paris, c'est une division par 3, je dis bien par 3 des émissions planétaires d'ici à ce que mes enfants aient mon âge. En 35 ans. Alors, par 3. Il est strictement impossible d'y arriver avec une taxe carbone parce que le temps qu'on se mette d'accord, on est déjà mort. Donc en fait, maintenant, il faut passer par la voie réglementaire. Donc sur la performance des bâtiments, il faut réglementer. Des bâtiments existants, pas des bâtiments à construire. Cela, c'est un faux problème. En ce qui concerne la consommation des véhicules, il faut passer par la voie réglementaire. En ce qui concerne les émissions de l'industrie, il faut passer par la voie réglementaire. Si on ne fait pas ça, il y a 0 chance, qu'on tienne l'accord de Paris. Eh ben, c'est pas encourageant, dites-moi. Je sais pas si on a bien fait de vous inviter. Jean-Marc Jancovici, merci beaucoup. Spécialiste de la transition énergétique, entre autres fondateur du cabinet de conseil Carbone 4. Dans un instant, on partira au Japon.